Bonjour à tous. Merci à la Ligue contre le cancer d'avoir organisé ce colloque. Merci à Hervé Friedman qui n'est pas là. Je remercie quand même de m'avoir invité. Je suis très contente d'être là et de vous dire où on en est avec le mélanome. Je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que le mélanome. C'est des questions qu'on me pose souvent. Je pense que c'est pas inutile de vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc c'est un cancer de la peau qui peut se développer à partir d'un grain de beauté, mais pas toujours. Parfois, il arrive sur une peau normale. Il se développe aux dépens des cellules qu'on appelle les mélanocytes, qui sont dans notre épiderme et qui fabriquent le pigment, la mélanine, qui nous donne aux uns et aux autres une pigmentation plus ou moins claire ou foncée, selon ce qu'on appelle notre phototype. Alors le mélanome, ça ressemble à un grain de beauté, mais heureusement, pas complètement, comme ça on peut le reconnaître. Parce qu'un grain de beauté, c'est un névus pigmentaire. Quand on dit névus pigmentaire, c'est toujours bénin. Et quand on dit mélanome, c'est toujours malin. En fait, les Anglais, les Américains, ils disent malignant melanoma. Et on n'a pas besoin de dire malignant melanoma. Un mélanome, c'est toujours un cancer. La forme la plus fréquente, c'est celle-là. Espèce de grain de beauté bizarre parce que irrégulier, comme ça, un peu boursouflé dans sa périphérie, avec des couleurs différentes. Ça, c'est la forme la plus fréquente dans les pays où les gens ont la peau claire. Et d'ailleurs, d'autant plus fréquent qu'on a la peau très claire. Et on l'appelle le mélanome à extension superficielle, parce qu'il va s'étaler d'abord en surface avant d'avoir un potentiel de croissance. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça marche pas, mon micro, là ? C'est mieux comme ça ? D'accord. Il va s'étaler d'abord en surface avant d'avoir un potentiel de croissance en profondeur et c'est là que ça peut devenir dangereux. Je vais vous montrer pourquoi. Donc le plus fréquent, le mélanome de type superficiel extensif, on utilise souvent l'acronyme anglophone SSM pour Superficial Spreading Melanoma. C'est très fréquent que les comptes rendus disent mélanome de type SSM. Après, il y en a d'autres qui sont moins fréquents, comme celui-là, c'est le même type que celui-là, on l'appelle le mélanome acrolentigineux. Acral, ça veut dire des extrémités. Celui-là, il prend un peu plus de temps avant de devenir vraiment invasif, en profondeur. Il s'étale longtemps en surface. Celui-là, il a débuté sur l'ongle avant de déborder comme ça sur le doigt. Celui-là aussi est un peu différent. Il s'appelle le mélanome de Dubreuil, porte un nom propre. En anglais, on dit lentigo malignant melanoma. Il s'étale longtemps en surface aussi avant de devenir potentiellement invasif. Celui-là, en revanche, est plus rare. Et celui-là, c'est le pire. Il s'appelle le mélanome nodulaire. C'est tout de suite une espèce de nodule, comme un bouton. Et souvent, il est diagnostiqué avec retard parce qu'il peut ne pas être pigmenté. Là, vous voyez la pigmentation, mais elle n'est pas toujours là. Parfois, c'est une espèce de bouton rouge qui grossit. Et il est dangereux parce que lui, il a tout de suite un potentiel de croissance en profondeur. Alors on utilise souvent cette règle qui n'est pas géniale, ABCDE, c'est un petit moyen mémotechnique pour dire comment on va reconnaître un névus pigmentaire d'un mélanome. A, asymétrie, B, bord irrégulier, C, couleur inhomogène, D, diamètre supérieur à 5-6 mm. C'est un très mauvais critère. Parce qu'avant d'être grand, c'est petit, il vaut mieux l'enlever petit. Le meilleur critère, c'est E, évolution ou évolutivité. Parce qu'un mélanome, ça va changer assez rapidement au cours du temps. Ça ne va pas rester le même au cours des mois et des années. Et c'est ça qui doit attirer l'attention et c'est ça qui doit inciter les gens à venir consulter, à venir dire à leur médecin, à leur dermatologue, mais cette chose-là, elle change, elle n'était pas comme ça, elle a pris du relief, elle a changé de couleur. On insiste beaucoup là-dessus, et on insiste beaucoup sur les photographies. C'est très utile d'avoir des photographies de son corps. Je vous conseille à tous d'avoir des photographies de votre dos, enfin, de la partie postérieure de votre corps que vous ne voyez pas, parce que sinon on ne se regarde pas, on ne le sait pas, et on peut avoir des choses qui se modifient sur sa peau, et il faut le savoir. Là, ce schéma de la peau, je le trouve assez bien fait. On reconnaît l'épiderme au-dessus. L'épiderme est séparé du derme par ce qu'on appelle la membrane basale, qui est un petit peu comme ça, festonnée. J'aime bien montrer ça parce que
quand on enlève un mélanome et qu'on l'a enlevé quand il est encore dans l'épiderme, on est très content parce que dans l'épiderme, il n'y a pas de vaisseau. Il n'y a pas de vaisseau sanguin, il n'y a pas de vaisseau lymphatique. Donc le mélanome, qu'on appelle à ce moment-là in situ, dans l'épiderme, il n'a pas pu rencontrer de vaisseau, il ne peut pas donner de métastase. Alors qu'à partir du moment où il y a un franchissement de cette membrane, et c'est fin, c'est 0,1 mm, c'est fin l'épiderme. C'est ce qui se décolle quand vous avez une ampoule. C'est pas très épais. Donc ça veut dire qu'un mélanome qui fait 1 mm, même parfois moins de 1 mm, peut rencontrer des vaisseaux et laisser partir des cellules qui vont aller donner des métastases dans d'autres organes. Le mélanocyte, on peut le colorer avec des colorations spécifiques. Vous voyez, il a un aspect de cellules, je vais dire dendritiques, mais ce n'est pas les cellules dendritiques telles qu'on les appelle dans le système immunitaire. N'empêche qu'ils ont des petits bras comme ça, parce qu'ils vont fabriquer leurs pigments et ils vont les donner aux kératinocytes sous-jacents. Les kératinocytes, c'est les autres cellules de l'épiderme. C'est les cellules qui constituent notre épiderme. Et quand on va au soleil et qu'on bronze, les mélanocytes fabriquent plein de pigments et les donnent aux kératinocytes sous-jacents. C'est pour ça que vous bronzez. Alors bronzer, on bronze parce qu'on reçoit des rayons ultraviolets. Enfin, le bronzage, c'est les UVB. Les UVA, on en reçoit plus. Ils sont moins énergétiques. Ils ne donnent pas la brûlure solaire, les UVA, mais ils sont sournois. Ils peuvent quand même aussi donner des dégâts, des mutations. C'est aussi des agents cancérigènes. On le sait depuis moins longtemps que ce qu'on savait des UVB. Les UVC, heureusement, on ne les reçoit pas, ils sont arrêtés par l'ozone stratosphérique. Nous, on reçoit en termes d'UV des UVA et des UVB. Les UVA vont plus profondément dans notre peau. Ils traversent les vitres, alors que les UVB sont arrêtés par les vitres. Et ces UV, A ou B, donc selon leur longueur d'onde, sont des agents oncogènes, cancérigènes, qui peuvent donner des mutations qui vont être à l'origine de cancers, de mélanomes ou d'autres cancers de la peau d'ailleurs, moins graves. Alors ça, c'est la brûlure solaire. Faut éviter les coups de soleil si on peut. De toute façon, c'est douloureux. Mais on sait maintenant, et ça n'a pas été très facile à mettre en évidence, on sait que les coups de soleil, même dans l'enfance, peuvent favoriser l'apparition d'un mélanome beaucoup plus tard dans la vie. Pas évident à mettre en évidence parce qu'évidemment, on ne va pas faire des études prospectives. On ne va pas dire à un groupe de patients, prenez des coups de soleil et vous n'en prenez pas, et on va regarder dans des années ce qui se passe. Donc c'est des études rétrospectives avec plein de biais potentiels, mais maintenant c'est bien admis. Alors la cellule qui a beaucoup pris de soleil, qui est morte à cause des dégâts, ce n'est pas elle qui va nous poser un problème. La cellule qui va mourir parce que vous avez pelé, mais il y a beaucoup d'autres cellules qui ne meurent pas, qui emmagasinent des dégâts sur leur ADN et les enzymes de réparation de l'ADN. D'ailleurs, ces dégâts, on peut les voir. Ici, on prend des échantillons de peau et on les irradie ou pas avec des UV et on utilise des anticorps qui reconnaissent les anomalies sur l'ADN qui ont été générées par les UV. Et ces anomalies, elles embrouillent complètement les enzymes de réparation. On a des systèmes de réparation très efficaces qui doivent reconnaître, au moment où l'ADN doit se multiplier, si il y a des dégâts qui ont été créés et s'il faut les éliminer. C'est des enzymes qui enlèvent des petits bouts d'ADN et qui refabriquent un bout d'ADN correct. Sauf que si on a généré des dégâts trop importants, les enzymes vont se tromper et parfois, dans le doute, elles se disent « bon, j'imagine que c'est ça qu'il faut mettre, on ne sait jamais, allez, j'y vais, je le mets ». Et si elles mettent la mauvaise base, il peut y avoir une mutation, et cette mutation, peut-être, va se trouver dans un endroit du génome qui va générer un cancer parce que ça va être au mauvais endroit. Donc c'est ça qui peut créer, à cause des UV, des mutations oncogènes qui vont être à l'origine de cancers. Alors les UV, ça donne des cancers, et quelquefois... pour dire à mes patients qu'il faut quand même bien faire attention au soleil, je leur dis que ça fait aussi beaucoup vieillir la peau et je leur montre parfois des photos comme ça. Ça, c'est un monsieur qui conduisait, qui était routier, chauffeur d'un camion, et il a toujours conduit sur le même trajet avec toujours le soleil du même côté de la tête. Et vous voyez que d'un côté, il a beaucoup de rides profondes et de l'autre côté, il en a beaucoup moins, pour montrer que le soleil, bon,
ça fait vieillir la peau aussi. Parfois, c'est encore plus dissuasif que le risque de cancer. Et ça encore, pour terminer avec un peu la prévention et ce que c'est qu'un mélanome, je vous montre les photos de cette femme qui est une patiente que je connais depuis bien longtemps, à qui on a enlevé maintenant 7 mélanomes. Donc elle a forcément un facteur génétique sous-jacent. On n'a pas trouvé la mutation qu'elle a forcément quelque part dans son génome constitutionnel qui la prédispose au mélanome, parce que c'est pas normal de faire 8 mélanomes, et en plus elle a fait d'autres cancers de la peau. Et elle, la dernière fois, j'ai remarqué que sur la photo, il y en avait un qui n'était pas là ou qui était plus petit la fois d'avant, quand j'ai comparé les photos prises à 2 ans d'intervalle. Et en fait, c'était pas vraiment très différent de tous les autres qu'elle a sur la peau, mais c'est vraiment la photo qui nous a aidés, et c'était le 8e mélanome. Donc les photos, c'est quand même assez utile parce que parfois nos yeux ne sont pas suffisamment performants, même quand on a l'habitude, pour vraiment bien reconnaître. Donc quand on suspecte un mélanome, on l'enlève. On l'enlève complètement, et j'ai fait ce petit trait là autour. On l'enlève complètement et on envoie en anatomopathologie pour faire l'analyse. Et notre collègue anatomopathologiste va nous dire, voilà, c'est un mélanome et il fait tant de millimètres d'épaisseur, et on appelle ça l'indice de Breslow. C'est l'anatomopathologiste qui a décrit pour la première fois, qui a eu l'idée de dire que l'épaisseur était un facteur pronostic. Maintenant, ça a l'air un peu évident, mais encore fallait-il le dire. Et donc, on voit toujours dans les comptes rendus, pareil, mélanome de type SSM de tant de millimètres de Breslow. Et donc, on mesure, tout simplement, et plus c'est épais, plus le risque de récidive et de métastase est important. Parce que voilà, en fait, il ne faut pas non plus complètement paniquer. Le mélanome, dans la grande majorité des cas, ne va pas donner de métastase. On va l'enlever et on va surveiller les gens. On va leur dire, attention, vous en avez eu un, vous risquez un petit peu plus d'en faire un autre. Attention au soleil. Maintenant, vous avez eu une petite alerte là. Mais dans 20% des cas environ, le mélanome, donc ce d'autant qu'il est épais, va risquer d'avoir donné déjà des cellules qui sont parties par le flux sanguin ou lymphatique, se loger dans d'autres organes. Parfois, ils ne sont pas visibles, et quand on va surveiller les patients au fil des mois ou des années, on peut voir apparaître une métastase après coup, ce qui est toujours très difficile à comprendre pour les patients, et ils disent bah alors c'est revenu, et on leur dit non, c'est pas que c'est revenu, c'est que c'était là, mais qu'on ne le voyait pas, et que là, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de votre système immunitaire, ou intrinsèquement au niveau de la cellule qui a subi une autre mutation et qui est devenue plus agressive, quelque chose qui a fait que maintenant ça a grossi et que ça se voit. Mais heureusement, dans la grande majorité des cas, encore, j'insiste, il n'y aura pas de métastase. Alors quand il y a des métastases, je vais vous montrer des photos qui sont un peu choquantes, mais je pense que c'est bien de le savoir, quoi. C'est bien de voir ce que c'est, parce que c'est horrible pour les patients d'avoir ces métastases comme ça. Vous voyez toutes ces petites métastases par voie lymphatique. On voit qu'il y en a plein partout, et je vous laisse imaginer quand même le stress que ça génère. On peut avoir des métastases partout dans le cerveau. Ici, c'est une grosse métastase cérébrale qu'on a opérée. Et comme on disait tout à l'heure, c'est un cancer qui peut être très agressif. Et avant d'avoir ces nouveaux traitements dont on parle aujourd'hui, on avait, comme disait Hervé tout à l'heure, des courbes. Alors voilà, c'est des courbes de survie. Vous voyez, au début, il y a 100% de patients vivants, et au fil du temps, ici, si on est à 2 ans, on a une chute catastrophique, dramatique des patients vivants. Et ça, c'était avant qu'on ait nos nouveaux traitements. Et je vais vous montrer où on en est. Alors nous, dans le mélanome, c'était un peu un des cancers les pires. Nos collègues oncologues nous disaient parfois, bah, dis donc, le poumon dont va nous parler Benjamin, c'est aussi très très grave quand c'est métastatique, mais on avait vraiment, on donne de la chimiothérapie, on en donnait, mais avec très peu de chances que ça donne une efficacité. Et on a eu tout d'un coup, entre 2000 et 2010, le développement de 2 stratégies de traitement, l'immunothérapie et les thérapies ciblées, seulement pour un certain type de mélanome, les thérapies ciblées, qui ont radicalement modifié le pronostic de cette maladie.
Donc on parle ici de l'immunothérapie, mais je vous parlerai un petit peu des thérapies ciblées pour vous montrer comment les réponses sont l'une par rapport à l'autre. Et évidemment que, comme disait aussi Hervé tout à l'heure, on a besoin d'utiliser toutes les armes et que les immunothérapies ne marchent pas tout le temps. On est bien content de pouvoir parfois combiner les traitements. Alors pour l'immunothérapie, ça fait bien longtemps qu'on essaye de traiter le mélanome par immunothérapie, et une des raisons pour laquelle on le fait, c'est que parfois on a sous nos yeux le système immunitaire en action contre les mélanocytes bénins ou malins. Donc contre les mélanocytes bénins, c'est un vitiligo par exemple. Vitiligo, ça peut se voir tout à fait en dehors du mélanome. C'est quand le système immunitaire va détruire les mélanocytes. Mais on le voit aussi beaucoup quand on traite nos patients. Le halonévus, c'est comme un petit vitiligo autour d'un grain de beauté, donc d'un névus, tout à fait bénin donc, et qui va finir par le faire disparaître. Et ça, on le voit aussi parfois au cours de nos traitements, mais ça peut se voir aussi en dehors du mélanome. Et encore mieux, quand le système immunitaire détruit un mélanome. Ici, c'était un jeune patient avec un mélanome sur le bras, et son mélanome était en train de disparaître progressivement. Il a fini par devenir quasiment fantomatique. Alors, le problème, c'est que ce patient a développé des métastases ailleurs. C'est-à-dire son système immunitaire était capable de détruire le mélanome sur la peau, mais pas ailleurs. Ça veut dire qu'on sait que les lymphocytes peuvent détruire les mélanocytes, mais comment apprivoiser ce système immunitaire? Comment lui faire comprendre contre quoi se battre, ce que nous a bien expliqué Sébastien tout à l'heure? Alors un petit schéma pour essayer de comprendre dans le contexte du mélanome. Là, on est dans la peau, vous voyez un mélanome ici, il y a des antigènes qui sont associés à ce mélanome qui vont être transportés par des cellules présentatrices d'antigènes et qui vont arriver par le vaisseau lymphatique afférent dans le ganglion lymphatique, qu'on appelle le ganglion sentinelle. Et là, la cellule présentatrice d'antigènes va rencontrer dans une zone qu'on appelle la zone T, la zone T dépendante du ganglion, elle va rencontrer les lymphocytes naïfs. Rappelez-vous les lymphocytes, rappelez-vous le répertoire dont nous a parlé Sébastien. Ce répertoire extrêmement vaste, capable de reconnaître quasiment toutes les spécificités antigéniques. Alors, il nous a dit qu'il y en avait beaucoup, c'était très varié, mais qu'il n'y en avait pas beaucoup de chaque spécificité. Bah, évidemment, on ne fait pas 40 mètres cubes, on ne peut pas avoir des millions de lymphocytes spécifiques de chaque spécificité antigénique, ce n'est pas possible. Alors pour rattraper ce petit nombre de grandes diversités, en fait, il y a un trafic extrêmement efficace et sans arrêt. Nos lymphocytes T naïfs, qui n'ont pas encore réagi vis-à-vis de leur antigène, sans arrêt, trafiquent entre le sang et tous nos ganglions à la recherche de leur antigène. Et ça, c'est quelque chose qui se passe tout le temps, depuis qu'on a commencé à faire cette conférence. Tous, on a eu plein de lymphocytes naïfs qui sont passés dans tous nos ganglions au cas où on leur présente quelque chose d'étranger contre quoi ils devraient réagir. Et la présentation, si elle se fait, a lieu dans cette zone-là. Le lymphocyte va réagir. Donc là, il y a tout le système immunitaire de présentation avec un signal initial positif, une co-stimulation. C'est des choses qui ont été bien étudiées sur le plan immunologique. Et pour que ça s'arrête au bout d'un moment, il y a un signal négatif. C'est ce que nous disait Hervé quand il parlait des checkpoints. Il y a un signal à un moment qui va dire au système immunitaire, c'est bon, on a bien reconnu l'antigène, ça, on va proliférer maintenant. Le lymphocyte va proliférer, va devenir un lymphocyte à mémoire. Il va même acquérir d'autres combinaisons de molécules d'adhésion à sa surface pour qu'il puisse aller non plus que entre le sang et les ganglions, mais aller ailleurs, dans d'autres organes. Donc il va changer vraiment de carrière, le lymphocyte, mais ça s'arrête à un moment, cette prolifération. Et en fait, le concept complètement nouveau de l'immunothérapie qui a fait que dans le mélanome ça a marché et que dans d'autres cancers ça a marché, c'était l'idée de bloquer ces freins. Parce que avant, quand on essayait de faire de l'immunité antitumorale, on essayait d'augmenter les signaux positifs, de donner des cellules présentatrices antigènes, de donner des vaccins, de pousser en positif. Et là, en fait, l'idée différente, c'est de bloquer un frein. Donc moins, ça fait plus.
Et donc on relâche, si vous voulez, le frein physiologique, et donc les lymphocytes, ici, il y en a plein qui peuvent être activés et ne plus être inactivés, donc la réponse immunitaire est amplifiée. Donc ça, c'est le premier frein qui se passe ici, c'est CTLA4 et le traitement avec les anticorps anti-CTLA4. On a vu un petit peu la courbe déjà, la première essai de phase 3 que nous a montré Hervé, et ici, on a mis beaucoup de patients on a regroupé plusieurs essais cliniques et les premiers patients qui ont été inclus et traités avec cet anticorps anti-CTLA4, donc ce frein du frein. Donc c'était, en fait, pour nous, dans le mélanome, c'est le premier traitement pour lequel on a une augmentation de l'efficacité significative par rapport à nos traitements antérieurs. Alors évidemment, cette courbe, elle descend beaucoup au début. On déplore quand même beaucoup de décès au début, mais vous avez vu tout à l'heure que la courbe de référence qui était le traitement d'avant, elle était en dessous. On a un plateau, on a cet effet plateau, on dit queue de la courbe, tail of the curve, et on a effectivement ici c'est très plat, ça veut dire que les patients, les rares patients quand même, trop rares, qui ont répondu à ce traitement, quand ils sont encore en vie à 3 ans, ils ont une très forte chance d'être encore en vie à 5 ans, 10 ans. Et maintenant, on a, depuis le début du développement de cette drogue, on a des patients qui sont guéris, et 10 ans, qui n'ont plus de métastases. Mais ce n'est pas beaucoup de patients, et on ne sait pas les reconnaître à l'avance. Ça, c'est le problème. Voilà le plateau que je voulais vous montrer. Ensuite, on parle toujours de la queue de la courbe. Voilà. Alors maintenant, toute l'histoire, tout le problème, c'est comment remonter ce plateau. Et l'autre frein qui a été identifié, il agit plus tellement au niveau de l'initiation de la réponse immunitaire, mais il agit plutôt dans les métastases, quand les lymphocytes à mémoire vont être recrutés dans les métastases et vont reconnaître l'antigène contre lesquels ils ont été initiés dans le ganglion. Et là aussi, ils vont proliférer, ils vont peut-être commencer même à détruire la tumeur, mais au bout d'un moment, les cancers sont tellement, finalement, on trouvait tellement de moyens pour s'entourer d'un contexte immunosuppresseur, pour se protéger, qu'il va y avoir encore d'autres freins qui vont arriver. Et un des freins qui est bien identifié, c'est l'interaction entre PD1, pour PD c'est Programmed Cell Death, PD1, avec un de ces ligands ici, PDL1, qui peut être exprimé sur la cellule cancéreuse ou sur d'autres cellules du micro-environnement. Et cette interaction PD1-PDL1 est un autre frein. Et avec nos anticorps, anti-PD1 ou anti-PDL1, on va lever cet autre frein. Donc deuxième inhibiteur de checkpoint. Et là, je vais vous montrer 2 essais de phase 3, où ici, on compare par rapport à la chimiothérapie l'anticorps anti-PD1, vous voyez que là, on a une courbe qui a une meilleure tête, elle descend moins au début. On a d'abord des réponses beaucoup plus fréquentes, environ 40% des patients répondent. Répondre, ça veut dire quoi? Ils ont des métastases qui diminuent de taille. Alors, ce n'est pas parce qu'on dit 40% de réponses qu'ils vont rester en réponse tout le temps, parce que malheureusement, comme on a dit tout à l'heure, on a des résistances qui peuvent apparaître secondairement, mais quand même, c'est mieux que l'ipilimumab où on avait 10-15% de réponse. Et puis surtout, quand on voit par rapport à la chimiothérapie, c'est fou comme différence. On diminue le risque de décès de presque 50%. Donc l'anticorps anti-PD1, plus efficace que l'anticorps anti-CTLA4. Il y a 2 anticorps anti-PD1, il y a le nivolumab, celui-là, et il y a le pembrolizumab. Et là, dans cet essai, il a été comparé à l'ipilimumab, qui est le vrai contrôle en fait, puisque la chimiothérapie, il ne faut plus en parler en premier lieu. Et ici aussi, on est beaucoup plus efficace que l'ipilimumab. Alors on a parlé des effets secondaires et il faut en parler, parce que malheureusement, on stimule tellement le système immunitaire que quelquefois, il va trop loin et justement, il se trompe. Il se trompe et il attaque des choses qu'il ne faut pas attaquer, nos organes qui fonctionnent très bien, qui n'ont rien demandé, notre thyroïde, notre côlon. Et les effets secondaires, si on veut réactiver j'essaie de vous dire ce que ça fait.
on a des lymphocytes qui sont épuisés. On dit exhausted lymphocytes. Ils sont épuisés, nos lymphocytes, et avec nos checkpoint inhibiteurs, avec nos anti-CTLA4, nos anti-PD1, on veut les réactiver. Voilà, on veut des lymphocytes super fringants qui vont aller se battre contre le mélanome. Mais ce qui arrive, c'est que parfois, on a une horde de lymphocytes qui fait beaucoup trop par rapport à ce qu'on lui a demandé et qui va attaquer des organes normaux. Et voilà, un peu comme Hervé nous a montré, le genre d'effet secondaire qu'on peut avoir. Ça, c'est la muqueuse du côlon. Vous avez entendu parler de la maladie de Crohn, maladie auto-immune du tube digestif. En fait, on déclenche des pseudo-Crohn, un peu des maladies de Crohn expérimentales, parfois avec nos médicaments quand ça se passe mal. Et ça, il faut effectivement bien le connaître, bien expliquer aux patients que s'ils ont mal au ventre, s'ils ont la diarrhée, il faudra tout de suite qu'ils nous préviennent. Alors dans la grande majorité des cas, on arrive à donner un médicament. En fait, on calme le système immunitaire. Déjà, on arrête le médicament, on donne des corticoïdes. Et dans la grande majorité des cas, ça se passe bien, mais pas tout le temps. Là, aujourd'hui, j'ai une patiente qui va se faire enlever le côlon parce qu'on n'y arrive pas, ni avec les corticoïdes, ni avec les immunosuppresseurs plus forts. Donc parfois, c'est quand même très grave. Il faut le savoir, c'est pas anodin l'immunothérapie, c'est des médicaments qui peuvent être dangereux. Un autre effet secondaire qui est, je pense, celui qui me fait le plus peur, c'est les effets secondaires neurologiques. On a parfois des atteintes des nerfs centraux périphériques avec des patients qui deviennent paralysés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des syndromes de Guillain-Barré, par exemple. Et encore une fois, dans la grande majorité des cas, ça régresse, mais pas tout le temps. Et parfois, on passe du temps en réanimation parce qu'on ne peut plus respirer. C'est très très rare, mais ça peut arriver. Et quand on débute une immunothérapie, c'est très important de bien expliquer tout ça aux patients. Alors évidemment, quand on a une maladie métastatique qui est mortelle, on prend ces risques. Mais maintenant, on discute beaucoup de ça parce que ces médicaments sont tellement intéressants qu'on commence à les donner plus tôt dans la maladie. On commence à les donner maintenant quand il y a un risque de récidive. Donc il faut que les patients soient extrêmement informés des risques d'effets secondaires. Il faut surtout qu'on progresse pour les comprendre, pour dépister quelles personnes vont faire ces effets secondaires et pour les soigner mieux. Alors ça, je voudrais vous montrer à quel point ça va vite. Ici, sur ces courbes, on a mis sur le même diagramme différents traitements. En haut, en vert, vous avez les traitements ciblés. Je vous ai dit que pour un certain sous-type de mélanome, en fait, c'est la moitié des mélanomes qui sont porteurs d'une certaine mutation d'un gène qui s'appelle BRAF et qui code pour une protéine qui porte le même nom, BRAF. Et ce gène, quand il est muté, fait une protéine mutée qui fait que la cellule prolifère énormément et on a des traitements qui ciblent cette mutation, qui arrêtent la prolifération cellulaire. Donc c'est une autre stratégie de traitement, ce n'est pas de l'immunothérapie, là on agit directement sur les cellules tumorales. Et on a des réponses un peu en miroir de l'immunothérapie, c'est-à-dire qu'on a des réponses très fréquentes, de l'ordre de 70% des patients quand on combine deux thérapies ciblées. Mais le problème, c'est qu'on a un peu plus souvent des résistances secondaires. Et l'autre problème, c'est qu'on ne peut pas arrêter le traitement. Alors que, vous allez voir, je vais vous dire que l'immunothérapie, parfois on peut arrêter et les gens ne récidivent pas, ce qui est fantastique. Les thérapies ciblées, on ne peut pas arrêter et donc c'est quand même... l'idéal serait de pouvoir donner un traitement et de l'arrêter. Mais là, quand on a fait ce travail de synthèse, c'était il n'y a pas longtemps, en 2016, on a thérapie ciblée combinée ici. Ici, on a thérapie ciblée toute seule, en bleu. Ici, on a les inhibiteurs de PD1. Ici, on a les inhibiteurs de CTLA4, enfin l'inhibiteur de CTLA4, l'ipilimumab, et ici, la chimiothérapie. Ça, c'était en 2016. Et déjà, en 2017, on a plus de recul. On a même la combinaison des deux immunothérapies qui a été testée, qui est là, anti-CTLA4 et anti-PD1. Et regardez ce que ça donne. Ça, c'est... Si on avance au cours du temps, on voit que nos thérapies ciblées, qui étaient les meilleures au début, qui donnent des réponses vraiment très importantes au début, en fait, elles sont doublées, là, à peu près à 20 mois, par les immunothérapies. C'est-à-dire que les réponses
sont plus fréquentes au début avec les thérapies ciblées. Nous, on les donne pour les patients qui sont très pressés d'avoir un traitement parce qu'ils ont des métastases compressives, douloureuses et qu'on a peur que dans 3 mois, ils soient plus vivants. Donc là, il nous faut un traitement qui agisse dans 70% des cas et qui agisse très vite. Mais si on n'est pas dans un cas comme ça, pris à la gorge, avec vraiment une nécessité de traitement rapide, on va toujours préférer, enfin quasiment tous, on va tous préférer donner une immunothérapie en premier lieu, en se disant si jamais elle ne marche pas, on donnera une thérapie ciblée après. Alors le problème, quand même, comme nous disait Hervé, c'est les résistances. Les résistances primaires, c'est quand ça ne marche pas, et du tout, dès le début. Et les résistances secondaires, c'est quand ça marche bien au début, on est content, les métastases diminuent, et puis au bout d'un certain nombre de mois, elles réapparaissent. Les résistances secondaires sont l'objet d'une intense activité de recherche dans plein de laboratoires, y compris le nôtre. Et je voudrais aussi, je veux pas mettre de notes pessimistes, mais je voudrais aussi que les gens se rendent compte que plus de 35% des patients sont quand même décédés à 2 ans. Enfin, c'est pas réglé, le mélanome métastatique. Il y a encore beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. Et je dis ça parce que quelquefois, dans les médias, on a l'impression que ça y est, l'immunothérapie a tout réglé. C'est pas vrai. Il faut continuer à travailler. Alors, on travaille beaucoup sur des marqueurs prédictifs. C'est vrai que si on arrivait à identifier la sous-population de patients qui va répondre à l'anticorps anti-PD1, qui est moins toxique, ça je ne vous l'ai pas dit, c'est important que je vous le dise, l'anticorps anti-PD1, donc le nivolumab ou le pembrolizumab, c'est moins toxique que l'ipilimumab et beaucoup moins toxique aussi que la combinaison des deux. Donc si on savait identifier le patient qui répond à juste la monothérapie anti-PD1, pas besoin de combiner les deux qui est plus toxique, ce serait super. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. On a plein de pistes très intéressantes, mais on n'a rien qu'on peut utiliser tous les jours facilement. On a des pistes, par exemple, quand on fait des prélèvements de tumeurs, il y a des marqueurs qui ont l'air de nous dire oui, il y a déjà des lymphocytes qui sont là, donc peut-être que l'anticorps anti-PD1 tout seul, ça va marcher. Mais ce n'est pas suffisamment fiable, ce n'est pas solide, et en plus, ça dépend de l'endroit où on fait la biopsie. Vous avez entendu aussi parler des recherches sur le microbiote digestif, le type de germe qu'on a dans le tube digestif qui influence la réponse immunologique, pas seulement antitumorale, mais qui influence notre immunité dans beaucoup de choses. Et il y a des arguments, il y a des éléments très forts chez la souris, commencent à apparaître chez l'homme pour nous dire qu'il y a certains types de germes qui favorisent la réponse aux immunothérapies. Mais on n'est pas encore au point pour vraiment pouvoir utiliser ça. Il y a aussi la charge mutationnelle. Plus un cancer a des mutations, je vous ai dit que les UV créaient plein de mutations, en fait, plus il y a des mutations différentes, plus le système immunitaire va avoir de chances d'identifier comme étranger ce cancer et de le rejeter. Et c'est vrai qu'il y a une relation, il y a vraiment une relation positive entre la charge mutationnelle et la réponse aux immunothérapies. Mais encore, c'est quelque chose, encore une fois, qui n'est pas utilisable en pratique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est encore un peu dans le noir, on a des traitements qu'on donne et en fait, on ne sait pas pourquoi ça marche chez quelqu'un et pas chez quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler hyper activement. Je vous montre un vitiligo, on a montré, et on a été plusieurs équipes à montrer que les patients qui sont traités par anticorps anti-PD1 et qui développent un vitiligo répondent mieux, vivent plus longtemps. C'est assez logique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'observe pas ça avec des cancers du poumon ou d'autres cancers, c'est-à-dire que la réponse anti-mélanocyte malin, elle déborde un peu vers le mélanocyte bénin. Et c'est vrai que quand les patients font un vitiligo, c'est considéré comme un effet secondaire, c'est vrai, mais on leur dit « Ok, vous avez un peu des taches blanches, mais on ne peut pas leur dire à 100% vous allez répondre, mais dans la grande majorité des cas, ils répondent bien. Ils ne sont pas trop gênés par ça. » Et puis, je voulais vous montrer une chose un peu étonnante. Il y a d'autres patients, au contraire, qui développent, qui se repigmentent, dont les cheveux blancs redeviennent de la couleur initiale. Ça, c'est rare. On est en train d'essayer de savoir l'incidence exacte. Du coup, on travaille avec L'Oréal, qui est très intéressé de regarder ce qui se passe. Bon, c'est anecdotique. Je pense que ce n'est pas de la science-fiction.
et que dans quelques années, on va arriver à vraiment à soigner le cancer. J'espère presque tous les cancers, je ne sais pas quand, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir intégrer beaucoup plus de choses que ce qu'on fait aujourd'hui. Il y aura certainement des facteurs génétiques constitutionnels, parce qu'on sait qu'il y a certains patients qui, par exemple, ont plus de prédisposition à faire de l'auto-immunité que d'autres. Donc bien sûr, ceux-là, peut-être, ils vont plus faire d'effets secondaires, peut-être qu'ils vont répondre mieux aussi aux immunothérapies. Il y a certainement des facteurs donc constitutionnels. Il y a des facteurs qui sont propres à la tumeur, la charge mutationnelle par exemple, des tas d'expressions ou de signalisation interne au cancer. Il y a le micro-environnement, dont Hervé nous a parlé, qui maintenant on sait est extrêmement important. Et il y a énormément de cellules différentes dans le micro-environnement tumoral qui interviennent, soit en positif, soit en négatif. Et puis, un peu plus loin que le micro-environnement tumoral, peut-être le microbiote ou d'autres choses qui interviennent aussi. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on ait des bons bioinformaticiens pour intégrer tout ça et pour comprendre ce qui se passe. Et une autre chose aussi qui est très importante, c'est qu'il faut arrêter de penser statiquement. Ça, c'est un peu notre défaut toujours, de penser que quand on a fait une biopsie et qu'on a vu un truc, c'est comme ça et que ça reste comme ça. Parce que ça bouge tout le temps. Et c'est pour ça qu'on fait des biopsies séquentielles, c'est-à-dire qu'on biopsie à plusieurs moments au cours du traitement. C'est pour ça qu'on essaye aussi de faire des biopsies liquides, c'est-à-dire d'avoir les informations dans le sang pour voir ce qui se passe de façon un petit peu intégrée. Enfin, tout ça, il va falloir le comprendre un peu mieux, mais peu à peu, on y arrive. Et je voudrais terminer en disant oui, c'est vrai, c'est une révolution. Je pense qu'on vit une révolution et comme disait Sébastien, on est drôlement heureux de la vivre. Parce que moi, quelquefois, je pense à mes collègues qui ont pris leur retraite de médecin du mélanome avant 2010 et je me dis les pauvres quand même, parce que c'est vrai que il n'y avait pas eu de progrès pendant des décades. Donc c'est une révolution, mais quand même si on a 20% de patients qui répondent de façon complète. Ça veut dire disparition totale des métastases. C'est le mieux qu'on peut espérer. Et en plus, maintenant, on a 5 ans de recul pour savoir que quand on arrête les traitements anti-PD1, la grande majorité des patients ne récidivent pas. Donc ils nous demandent s'ils sont guéris, on leur dit, mais vraiment, on espère. Mais 5 ans, on continue de les surveiller de près quand même. Mais on espère très très fort qu'il y a des gens qui sont guéris, vraiment. Seulement, la majorité vont développer des résistances. 20%, ce n'est pas suffisant. Donc il faut continuer la lutte. Et ben, merci à la Ligue de nous aider. Je voudrais quand même montrer les gens qui travaillent avec moi à Gustave Roussy sur le mélanome, dans la clinique, en clinique en haut et au laboratoire en bas. Merci beaucoup.